Bienvenue dans Quête de sens. Je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir Allo Paula, experte en décodage et principalement pour nous aider à surmonter les deuils et des difficultés particulières pour ensuite aller de l'avant. Et on s'intéresse aujourd'hui à un sujet qui n'a pas de saison, c'est le deuil. Le deuil, c'est reconstruire une histoire à l'intérieur de nous avec l'autre en retrouvant une place que l'on n'avait pas auparavant. Paula m'a particulièrement aidée après la mort de mon frère de 26 ans. Il a eu une mort accidentelle. C'était vraiment très dramatique. Et c'est vrai que pendant des mois, j'étais dans un déni total de sa mort jusqu'à 3 ans après sa mort, hein, jusqu'à voir vraiment la photo de lui mort. J'ai quand même eu beaucoup de mal à sortir de ce déni. Et Paula m'a vraiment beaucoup aidée au travers de son travail. Paula, tu as d'ailleurs perdu ton papa il y a quelques mois. Tu redonnes un petit peu du sens à la mort au travers de tes mots et c'est important dans le travail du deuil. Raconte-nous un petit peu comment tu fais, c'est quoi ta recette personnelle et en accompagnement. Alors déjà, je crois que c'est déjà la foi. Je crois vraiment qu'on vit pas tout ça pour rien, qu'il y a de l'autre côté, il y a quelque chose qui nous attend. Donc déjà, la foi, c'est hyper important. Et puis, mon père m'a fait vivre tout ce que je ne voulais absolument pas vivre dans un deuil. C'est-à-dire l'accompagner jusqu'à son dernier souffle. Et le fait de croire en ce qu'il y a derrière m'a permis vraiment de l'accompagner. Et ce qui est assez étrange, c'est que, en fait, on se rend compte que le deuil, on a déjà commencé à le faire quand on sait que la personne va partir, quand on sait qu'elle est condamnée, on sait qu'on est juste en train de l'accompagner, on ne sait pas quand sera le dernier moment, mais le deuil a déjà commencé. Et d'ailleurs, quand on a fait les faire-part pour la cérémonie, on n'a pas mis qu'on allait célébrer le départ de Joachim, on a mis qu'on allait célébrer la vie de Joachim. Et je crois que c'est vraiment quelque chose qui est important. Ok, on perd Ouais. quelqu'un qu'on a aimé, mais on a eu la chance de partager des choses avec lui. Et c'est ça que je veux garder. Et quand j'accompagne certaines personnes dans le deuil, on sait que le deuil est à peu près stable quand on peut penser à cette personne dans les bons moments, quand on peut rire, quand on peut même faire des blagues en disant bah tiens, si papa était là il dirait ça, ou des choses comme ça. Donc et vraiment c'est important, c'est ce que tu as dit, le processus de deuil il est propre à chacun pour plein de raisons. Par contre, il y a quand même des étapes qui sont assez récurrentes. Pour moi, le plus important à comprendre, c'est qu'un deuil, c'est quelque chose que tu dois vivre seul. C'est très bizarre, Oui. mais c'est quelque chose que tu vas vivre seul parce que c'est ta douleur, c'est ta peine, c'est tes souvenirs, c'est tout ça qui est remis en question. Et si tu n'arrives pas à comprendre ça, tu vas avoir du mal à faire ton deuil parce que tu vas en vouloir aux gens de pas comprendre ta souffrance. Tu vas vouloir qu'ils compatissent avec toi, mais eux, ils ont peut-être une autre façon de montrer leur souffrance. Donc, en tout cas pour l'instant, donc mon père est parti le 12 février dernier, donc en 2024, et jusqu'à présent, je peux vraiment penser à lui. J'ai pu l'embrasser alors que jamais j'aurais cru pouvoir embrasser un défunt, etc. Et vraiment, il nous a fait un super cadeau en nous autorisant, entre guillemets, à l'accompagner jusqu'au bout. Donc, ma méthode, c'est de croire qu'il y a quelque chose derrière et puis de laisser le temps faire son œuvre. Et puis, voilà quoi. Je sais pas si ça répond à ta question. Exactement. Tu as aussi un don, hein, quand même. Je pense que tu es pas mal clairaudiente. Je sais pas si tu es clairvoyante, enfin, t'en parles pas trop de ce don-là, mais en tout cas, il apporte beaucoup en consultation. Et c'est vrai que par les mots, tu redonnes du sens. Et finalement, bah, la mort, ça fait aussi partie de la vie. Qu'est-ce que tu aurais à dire aux personnes qui, là, sont en quête de sens, justement, après avoir perdu peut-être leur conjoint, leur enfant aussi, voilà, des personnes vraiment très, très chères à leur cœur. Alors, c'est d'abord d'accueillir toutes ces émotions. Il va y avoir plein d'étapes qu'ils vont devoir franchir avant de pouvoir être libérés entre guillemets. Et je voudrais vraiment insister sur quelque chose qui est important, c'est que souvent quand je parle aux gens de faire le deuil, mais c'est pas que le deuil d'une histoire d'amour, c'est pas que le deuil d'un défunt, c'est le deuil d'une situation, c'est le deuil au sens large du terme. Le deuil en fait, c'est le chemin de la guérison. Ce qui fait vraiment mal, c'est la perte de la connexion avec la chose qu'on a aimée, avec le souvenir qu'on a aimé. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important de pouvoir le comprendre. Oui, et le deuil, c'est aussi la reconnaissance de la réalité de la perte. Ça met du temps, des fois. Le renforcement des liens intérieurs avec l'être perdu. Ça doit se travailler de l'intérieur puisqu'on n'a plus la personne à l'extérieur. Et le travail aussi sur le sentiment de culpabilité. C'est quelque chose que tu fais très bien
Et ça aussi, ça aide à redonner du sens à notre vie sans celui ou celle qu'on a perdu. Exactement. Et c'est de pouvoir se dire, aussi bizarre que ça puisse paraître, alors forcément, quand c'est un parent ou c'est, ma phrase sera un petit peu moins vraie, mais on a vécu avant cette rencontre et on vivra après la rencontre, ok. Forcément, quand c'est les parents, on n'est pas dans le même cadre, mais faut aussi entendre que ça fait partie du cours des choses et que dans la loi de la nature, il est plus normal que ce soit un parent qui parte avec un enfant. Voilà, il y a des règles de la nature et la vie a aussi du sens et a toute sa puissance parce que la mort est derrière. En fait, s'il n'y avait pas la mort, mais la vie serait terne parce qu'il y a pas de limite, il y a rien. En sachant que, tu vois, il y a pas mal de pathologies. Par exemple, quand tu travailles les angoisses, des choses comme ça, tu sais toujours que c'est en lien avec la mort. La peur de mourir, bah, en fait, elle est là pour te dire, mais alors qu'est-ce que tu fais de ta vie? Et quand quelqu'un part, on l'a tous fait. Oh là là, il est parti trop tôt, on n'a pas eu le temps de vivre ça. Il avait des projets et patati et patata. Bah, en fait, c'est de pouvoir s'approprier ça et de se dire, bah ouais, quand quelqu'un que j'aime ou quand quelque chose se termine, mais moi concrètement, je fais quoi de ma vie? Comment je me mets en vie dans tout ça? Et bien sûr que c'est pas évident. Bien sûr que c'est pas évident parce qu'il y a plein d'aléas. Comme j'explique souvent, on est tous victimes de notre généalogie, de notre culture, de notre éducation, du pays dans lequel on est. Enfin, il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte que il y a autant de façons de faire son deuil que d'individus. J'aime bien, tu vois, aussi expliquer que tu vois, il y a des pays où le deuil, tu vas t'habiller en noir, où tout le monde va pleurer un enterrement, alors que tu as des pays d'Afrique où on va s'habiller en blanc et puis on va chanter autour du défunt, parce qu'on va célébrer son départ, on va célébrer la chance qu'on a eu de vivre avec. Aujourd'hui, tu vas à un enterrement et tu rigoles, mais c'est hyper mal vu, alors qu'en fait, ça se contrôle pas, quoi. C'est ton émotionnel, c'est ton histoire, et je veux vraiment j'aimerais vraiment que les gens puissent se libérer de tout ça. C'est leur façon de vivre le deuil, et surtout de pas se comparer. C'est pour ça que je dis que c'est une étape que tu vis seule. Parce que peut-être que Micheline ou ton frère ou ta sœur va être effondré du chagrin et pas toi. Et ça fait aussi partie d'un processus qui est normal. C'est-à-dire que quand tu perds quelqu'un et que quand c'est un proche, parent, enfant, tu dois te mettre dans toutes les démarches. Et heureusement que l'instinct de survie te fait mettre de côté cette souffrance. Parce que c'est horrible de traiter de ça. C'est le choix du cercueil, c'est le choix des vêtements, c'est préparer pour ceux qui font une cérémonie, préparer la cérémonie, c'est les textes, les machins, c'est hyper violent en fait. Tu vois, nous quand Ouais, on surtout quand l'ordre des choses est à notre sens pas normal. Moi, exact, c'est vrai qu'étant l'aîné, voilà, mon frère est mort il y a 3 ans, donc j'avais moins de 40 ans. Il avait 26 ans. Je me souviens avoir mis ma robe noire et me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Je vais enterrer mon frère, je n'ai même pas assisté à son mariage. C'est vrai que c'est bouleversant. Mais tu l'as dit tout à l'heure à juste titre, en fait, c'est important aussi de se dire que ça fait partie de la vie et que nous, si on reste, c'est qu'on a des choses encore à réaliser. Moi, ça a été ça mon cheminement d'apaisement après sa exact, mort, en fait. exact. Et L'homme bicentenaire est un film que j'ai adoré. Je sais pas si tu l'as vu. En Non, fait, c'est un robot et le robot, il vit au travers des familles, donc de génération en génération. C'est Robin Williams qui l'incarne parfaitement, ce robot. En plus, il a cette forme de tristesse en lui. C'était quelqu'un d'assez dépressif, je crois, qui voulait apporter de la joie autour de lui. Et en fait, dans ce film, à un moment, il tombe amoureux, quoi, d'une fille de la famille, et en fait, il peut devenir un humain. Et il choisit de vas-y. devenir un humain, donc de perdre la vie éternelle pour vivre l'amour. C'est quand même merveilleux, tu trouves pas? Ah mais c'est magnifique, c'est magnifique et c'est pour ça aussi que si on va rebondir sur les drames amoureux des gens qui vont se suicider, c'est parce que vraiment il y a cette connexion qui fait qu'on croit qu'on ne peut pas exister sans l'autre, que notre vie perd totalement du sens. Et ça, c'est compliqué de pouvoir aider quelqu'un à entendre ça. C'est pour ça que dans les étapes du deuil, tu peux commencer à travailler les nouveaux projets, la nouvelle orientation, la nouvelle façon de voir, la nouvelle façon de penser, uniquement quand tu as franchi les principales étapes et que tu es dans l'étape de l'acceptation de ce qui est. Il n'est, Ouais. elle n'est plus là. Et maintenant, je vais apprendre à composer avec l'absence. Et c'est chacun à chacun de trouver son petit rituel, etc.
Et vraiment, j'insiste, c'est propre à chacun. On peut se faire aider pour avoir des grandes lignes, mais c'est propre à chacun. Et puis, il n'y a pas de délai. Tu vois, toi, il t'a fallu 3 ans pour pouvoir dire que ton frère était mort. T'as des gens, ils pensent que ça va être super rapide. Il y en a, tu vois, tout à l'heure, je parlais avec ma mère et ma tante. Aujourd'hui, ça fait 49 ans que son mari est mort. Et dès qu'elle te dit ça fait 49 ans qu'il est mort, elle pleure. Ça veut dire qu'elle a Elle tout, pleure encore. tu vois. Ah, Et, c'est et, euh, et ouais. c'est dramatique aussi dans nos vies de pas pouvoir faire le deuil parce que ça nous bloque dans plein de choses. Et en plus, Ouais, on dit à nos défunts, je trouve, je pense. oui, les défunts ont besoin qu'on les laisse partir, qu'on soit apaisé par rapport à cela. Euh, je me souviendrai toujours du message que j'ai eu face au cercueil de mon frère quand je l'ai vu. Il m'a dit, tu sais que ceci n'est que mon corps, mon esprit est là avec toi. Et je ne sais pas si ce message peut toucher les personnes qui écoutent, mais moi ça m'a vraiment apaisée. Ça venait vraiment d'ailleurs ce truc, pour m'empêcher de pleurer en fait, pour me dire ok ça fait partie de la vie. Et justement là on a parlé du deuil au niveau de la mort, mais le deuil c'est aussi des fois la rupture, c'est accepter effectivement une rupture amoureuse, aller de l'avant malgré cette rupture-là, avancer seul, même si on est dépendant affectif, par exemple. Si tu avais 3 conseils à donner aux personnes justement qui ont du mal à se remettre d'une rupture amoureuse, tu dirais quoi? Alors, c'est déjà de comprendre que j'existais avant cette histoire d'amour, donc j'existerai après. C'est très violent, hein, ce que je dis, mais il y a un avant et un après. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de faire autant. Le temps apaise tout. Tu vois, tout à l'heure, je voulais te dire quelque chose et puis du coup, je crois que je me suis coupée dans ma lancée. Très souvent, les gens ne veulent pas faire le deuil parce que pour eux, le deuil, ça veut dire oublier, alors que pas du tout. Le deuil, c'est guérir de la coupure émotionnelle pour justement pouvoir continuer à parler de ce défunt et de le faire vivre à travers nos souvenirs. Donc le deuil, ce n'est pas oublier l'autre, bien au contraire. Et très souvent, quand j'accompagne 2, 3 personnes comme ça que j'ai pu accompagner pour le deuil, c'est le premier truc qui me dit « Ah oui, mais si je fais le deuil, j'y penserai plus. » Mais pas du tout. Faire le deuil, c'est le chemin de la guérison pour être en paix et pour pouvoir parler. Donc faire le deuil d'une situation, c'est donc dans la rupture amoureuse, c'est ok de garder le meilleur de tout ce que cette relation a pu m'apporter et puis de se dire, alors encore une fois c'est facile à dire en théorie, bien sûr qu'il faut le vivre, hein, mais avec ma spécialité qui est d'aller donner du sens à l'histoire, le troisième conseil c'est ok, qu'est-ce que cette histoire est venue m'apprendre, qu'est-ce que cette histoire est venue m'apporter. Et je crois que ça c'est hyper important, surtout dans les ruptures amoureuses. C'est important de prendre ce temps du recul pour voir mon fameux cadeau de Tata Janine dans la relation. Parce que si je ne travaille pas ça, il y a de fortes chances que je reproduise avec un autre compagnon, avec une autre compagne. Donc prendre le temps du recul, garder le bon de l'histoire. Et je rajouterai encore un autre conseil, un quatrième conseil par rapport à tout ça, c'est de se remettre en vie, de se remettre en mouvement. Trop souvent, quand on se remet pas d'une rupture amoureuse, c'est qu'on a laissé, comme j'ai dit, les clés du camion de notre bonheur à l'autre. Et du coup, on sait plus s'amuser soi-même, on sait plus prendre soin de soi-même parce que on existe pour l'autre, pour motiver l'autre, pour que l'autre nous renvoie une image, etc. Et je pense que c'est important, de prendre aussi le temps de se poser, de voir qu'est-ce que j'aime bien faire, qu'est-ce que j'aimais bien faire et que je ne fais plus, comment je peux le faire. Mais ça, c'est un schéma qui est mis en place quand on aura donné le temps de crier notre chagrin, notre colère, notre sentiment d'injustice, etc. Donc vraiment d'abord de lâcher toutes les émotions. Tu vois, j'avais une jeune fille, elle, je lui ai fait carrément acheter un punching ball. J'ai dit, tu vas taper dedans et puis tu vas dire tout ce que tu as à dire et tu vas taper dedans. Et puis bien sûr que quand il y a une rupture, on va traiter l'autre de tous les noms, ok. Mais là où j'interviens et où souvent ça fait mal, c'est que dans une histoire, on est deux. Donc s'il y a une rupture, c'est qu'il y a une problématique des deux côtés. L'autre n'est pas complètement en tort, tu vois. Et j'ai envie de rajouter encore une phrase, alors je sais pas si tu mettras ça dans la rubrique des conseils ou pas, mais d'entendre que ce que l'autre fait, c'est jamais, c'est très bizarre, hein, il faut vraiment arriver à l'intégrer. Ce que fait l'autre, c'est jamais contre nous. C'est Ouais. toujours pour lui. C'est jamais personnel. Ne rien prendre personnellement, comme diraient les accords Toltec. Ouais, mais c'est sûr que dans l'humain, c'est hyper compliqué de se dire comment ça, c'est pas contre moi. Donc d'avoir cette capacité, une fois
qu'on est un peu plus apaisé, de dire bah oui, c'est choisi. Donc un des cadeaux de Tata Janine, c'est bah il est temps que je me choisisse aussi, quoi. Que je fasse de ma vie ma priorité et puis de m'en donner les moyens. C'est pas toujours facile, j'entends bien, mais il y a suffisamment de méthodes aujourd'hui et de systèmes entre les psys, les psychologues, les thérapeutes, les kinésios, etc. Il y a tellement d'outils qui peuvent t'aider à franchir ces étapes-là que je crois que ça vaut le coup d'investir, quoi. Parce que traîner un chagrin... Oui, et se choisir et en acceptant en acceptant la perte, hein, Bien que sûr, ce soit la mort de quelqu'un ou que ce soit effectivement la rupture, les chemins qui se séparent suite à des conflits, c'est aussi se libérer de la culpabilité de revivre un bonheur autrement et probablement avec d'autres gens. ça c'est important que tu remontes ça parce que souvent il y a des gens qui vont culpabiliser. Alors tu vois, mon père est décédé le 12 février et le 16 février c'était mon anniversaire. Ok, mais j'ai demandé à ce qu'on le célèbre justement, au contraire. Et en fait, on a beaucoup ri dans cette soirée-là. Quelqu'un qui est extérieur, il se dit ouais, ben dis donc, parce que t'as aussi les gens qui vont juger ta réaction par rapport à comment eux réagiraient. Donc déjà de se détacher de ça et de se dire que bah oui, mon père est décédé il y a 4 jours, mais il m'a aussi donné la vie en fait. Et c'est pas parce que, alors ça peut choquer certains, hein, c'est pas parce que je passais mon temps à pleurer que ça va changer quoi que ce soit dans la résurrection de mon père ou etc. Donc au contraire, d'offrir à mon père la, la chance, on va dire ça comme ça, que bah oui papa t'es parti, je pense à toi, je parle à toi, je te dédicace ma journée d'anniversaire où on va rigoler parce que bah, on va célébrer la chance qu'on a eu de t'avoir, quoi. Et souvent, Oui, que ça peut choquer, tu vois, ici au Portugal, par exemple, ma mère est toujours encore habillée en noir. Je dis, mais maman, tu sais que tu peux mettre de la couleur. Ah oui, mais non, tu vois, il y a plein de choses qu'elle s'interdit parce que dans le village, on pourrait dire que, mais j'ai envie de dire, mais qu'est-ce que t'en as à foutre, quoi. C'est toi qui as mm. parlé de ton mari, c'est toi qui pleure tous les soirs son absence, c'est toi qui le vois partout, c'est toi qui ressens son odeur et tout, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais gentiment, hein, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de comment l'autre va percevoir notre façon de gérer le deuil. On fait du mieux qu'on peut et comme on peut en fonction aussi de toutes nos obligations qui à côté parce que bah, pour nous la vie elle s'arrête pas, quoi. Il y a encore un tas de choses à faire, devoir aller au travail, quand tu as des enfants t'occuper de tes enfants, payer tes factures et toutes ces choses là en fait. Donc oui, on se donne le temps et souvent les gens vont nous accorder ce temps-là pendant un mois, tu vois. Pendant un mois, les Ouais. gens vont prendre contact avec toi, et puis bah, après, leur vie va reprendre. Et c'est comme si au bout d'un mois, bon, c'est bon, elle a eu le temps de faire son deuil, mais ça peut durer des années, tu vois. Ma tante, 49 ans, quoi, elle s'est toujours pas fait. Donc, le conseil que je dirais à quelqu'un avec une personne qui vient de perdre quelqu'un, c'est de lui accorder le temps dont il a besoin. Juste de dire, voilà, si tu as besoin de parler, je suis là. Trop souvent, tu vois, dans les 2-3 premiers jours, tout le monde nous appelait, comment ça va, puis après, plus rien, tu vois. Et ça me fait penser au livre de Marie Fugain, de Marie Fugain où elle écrivait, mais moi, on m'a jamais demandé comment je me sentais. Quand sa sœur est morte, personne, on demande jamais aux gens comment ils vont peu de temps Mais oui, après. c'est un sujet tabou. En fait, les gens Ouais, n'aiment pas qu'on parle des drames comme si c'était encore plus dramatique d'en parler, alors que c'est tout l'inverse. En fait, en parler, c'est une thérapie. Et c'est pour ça, quand on va voir des psys, quand on va voir des coachs, on parle parce qu'on se libère. Et des fois, effectivement, quand on est face à des gens en qui on a confiance, on va libérer un peu cette parole parce que c'est une manière aussi de mettre ça au passé, en fait. Mais les gens sont très mal à l'aise avec la souffrance c'est vrai. parce qu'en fait, ils pensent que quand on parle de souffrance, il va plus y avoir de joie. Alors qu'en fait, non, c'est un mouvement. C'est pas parce qu'on parle à un moment de la difficulté qu'on a eu, moi, par exemple, de perdre mon frère, que je vais pas rigoler avec toi 5 minutes après. Exactement. C'est vraiment faire la part des choses. Et tu vois, il y a aussi quelque chose je voudrais aussi appuyer sur quelque chose qui est important. Il y a beaucoup de couples qui vont se séparer quand ils perdent un enfant. Parce que on attend que l'autre ait la même souffrance que nous. Sauf que, comme je t'expliquais tout à l'heure, chacun est victime et porteur de son histoire, de ses croyances, de sa culture, j'en passe et des meilleurs. Et donc chacun va avoir sa propre façon de faire le deuil. Et en fait, c'est comme si quand un des parents ne va pas bien, il faudrait que l'autre n'aille pas bien. Mais la nature est bien faite. C'est justement quand l'un ne va pas bien, il faut que l'autre aille bien pour le soutenir. Oui. Et justement, tu vois, et malheureusement, quand tu es dans la souffrance, tu peux pas comprendre que l'autre aille bien alors que tu vas pas bien. Et c'est pour ça que je dis que vraiment le deuil, c'est vraiment un chemin qu'on fait seul
mais vraiment seul avec soi-même, avec ses émotions, et essayer d'attendre que l'autre comprenne ta souffrance, c'est vain. Par contre, oui, on est seul à le faire, mais on peut parler à l'autre. Tu sais, ça me ferait plaisir de parler de mon père, ça me ferait plaisir de parler de notre enfant qui est décédé, quoi. C'est ça aussi, leur donner vie, c'est-à-dire que ils sont enterrés ou ils ont été incinérés, peu importe, mais ils sont toujours présents là, et c'est ça qui fait que l'amour meurt jamais, en fait. Tant que tu vis, l'amour meurt jamais, et puis il reste là, et puis des jours, tu as des moments de nostalgie, et c'est normal, et c'est ok. Tout est OK, de toute Voilà. façon. Tout est OK et tout est parfait. C'est vrai qu'il faut accueillir les choses telles qu'elles sont. Tu es aussi experte en constellation familiale. Hein. Tu adores ça, le décodage au niveau des familles. J'adore quand on travaille ensemble. Tu es un livre ouvert de savoir. Tu fais des liens qui sont incroyables. Et tu arrives vraiment à mettre des mots sur les choses pour vraiment nous toucher en plein cœur et nous faire avancer. Il y a aussi des choses qui se reproduisent de famille en famille. Ça saute des fois une génération, donc ça, t'en as tout à fait conscience. Tu éclaires tes accompagnés grâce à cela. Tu vas voir dans le passé en disant, tiens, les dates anniversaires, est-ce qu'il n'y a pas eu est-ce qu'il n'y a pas eu une fausse couche à un moment donné qui créerait cet événement? Raconte-nous un petit peu comment tu gères comment tu fais pour dénouer certaines problématiques, justement, au travers de l'histoire passée, de la famille, en tout cas, de l'accompagner? C'est quoi le principe? Parce que ça redonne vachement de sens, en fait, ça. Mais rares sont les personnes qui arrivent à faire ce que tu fais. Bah, en fait, je pars du principe d'une phrase de Jean-Philippe Brébion qui l'a prise, je sais plus qui dit que ce qui est ce qui doit être compris. Déjà, ok. On part du principe que ce qu'on est en train de vivre, c'est ce qu'on doit comprendre. Donc déjà, voilà, ça aide. Après, on connaît pas l'histoire de nos ancêtres, etc. Mais puisqu'on sait que l'histoire se répète, on sait que ce que nous, on est en train de vivre, c'est exactement ce qu'un ancêtre a vécu qui n'a pas pu solutionner. Donc certaines personnes ont besoin de savoir à qui ça appartient. Mais moi, j'ai envie de dire, on s'en fout de à qui ça appartient. Déjà de comprendre que, voilà, je suis en train de vivre ce qu'un ancêtre n'a pas pu vivre, parce que, tu vois, j'ai n'importe quoi, j'en sais rien, l'homosexualité, ok, dans la famille, c'est un sujet super tabou. Justement, peut-être que il y avait un de mes ancêtres qui est homosexuel et du coup, il n'a pas pu vivre son homosexualité parce que c'était d'autres mœurs, etc. Et peut-être que moi, on me demande d'assumer ma sexualité. Donc en fait, c'est un travail de collaboration avec la personne qui est dans sa problématique. On va des liens. On va aussi travailler les prénoms qui donnent déjà plein d'informations. Hein, quand tu vois. Je sais pas si ça rentre dans le cadre de ce qu'on est en train de faire, mais je repense toujours à cet accompagné qui tombait toujours sur des mecs qui s'appelaient soit Sylvain, soit Laurent, soit Florent, toujours dans ce goût-là. Et en fait, sa problématique, c'est que les hommes la ghostaient, c'est-à-dire qu'une fois bref, peu importe, en fait, ils partaient sans donner signe de vie. Et voilà, une fois que il s'était passé un petit truc entre eux, ils partaient. Okay. L'homme partait. Voilà. C'est ça? Ok. On a compris. Ça arrive régulièrement. Hein. Mais oui. Mais à chaque fois, c'était le même style de prénom. Donc déjà, quand tu sais qu'un prénom a une signification, voilà, tu vas creuser là. Et elle avait une autre passion, c'était la plongée. Donc ça nous donne des précieux indices. Donc je lui dis, écoute, tu aimes la plongée, tu tombes sur des Laurent, sur des Florent, sur des Sylvain. Je pense qu'on a une mort dramatique en mer. Et soit on n'a jamais retrouvé le corps, ou on suppose que quelqu'un a disparu en mer, mais en tout cas, il y a quelque chose par rapport à ça. Elle me dit, non, je vois pas. J'ai dit, écoute, ce serait quand même intéressant que tu te renseignes, parce que si c'est ça, il faut qu'on arrête le processus, parce que ça fait qu'à chaque fois que tu tombes amoureuse, on doit t'abandonner, parce que visiblement, une femme a dû perdre son mari, ou voilà. Et effectivement, elle s'est renseignée et c'était le mari de la grand-mère qui avait disparu en mer et on n'a jamais retrouvé le corps. Et après, que tu regardes la place dans la fratrie et tu vois que cette accompagnée avait la même place que cette grand-mère, donc du coup, elle est en loyauté directe. Et tu vois, ça aussi, il y a tellement de choses qui te permettent d'indices, ta place dans la fratrie, ton prénom, enfin... Il y a plein de choses. Après, il y a des choses que tu sais, voilà, quelqu'un qui va être très attiré par la mer. On sait qu'il va y avoir une problématique, entre guillemets, problématique avec la mer, puisque ça... Avec la mer, oui.
la mer, mais ça va symboliser la vie intra-utérine, hein, etc. On sait que quelqu'un qui va être passionné par la montagne, généralement, c'est pour aller retrouver le père. Quelqu'un qui va être passionné, tout ce qui va être avec l'altitude, c'est retrouver le père. Tu vois, ça me fait penser aussi à une personne qui avait la phobie de l'avion. Mais vraiment, quand je te dis la phobie, c'est... voilà, limite, elle devait se faire virer de l'avion tellement c'était violent ces crises, tu vois. Et C'est la quand je... peur du père, ça. Il y a un truc avec le père, l'avion. J'avais étudié ça en C'est psycho. ça, Ça n'a naissance du... pas rapport au père? Ouais, la peur de la reconnaissance du père, tu vois. Et donc elle vient pour faire une séance Tipeee, donc pour déprogrammer la peur de l'avion. Et moi, j'aime bien toujours rajouter quand même quelque chose par rapport à l'histoire et expliquer. Donc ok, on a été déprogrammé par Tipeee, mais je dis si tu as eu cette phobie de l'avion, c'est que ça a ton service, ça vient te raconter une histoire. Donc est-ce que ça t'intéresse de savoir, à mon avis, de quoi ça parle? Ah bah oui, bien sûr. Je dis bah écoute, la peur de l'avion, c'est la peur de décevoir le père, c'est la peur de la reconnaissance du père ou de la non-reconnaissance du père. Je dis c'est quoi tes rapports avec ton père? Et là, elle se décompose. Et en fait, son père, c'est jamais assez bien. Sa fille ne fait jamais assez bien. Il faut toujours monter d'un grade. Donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un petit acte symbolique, parce que tu sais que j'adore aussi les actes symboliques. Et du coup, on a fait un petit acte symbolique où la petite fille monte dans l'avion et dit à son père, papa, je suis pas en quête de reconnaissance de ta part. Tu es mon père, je suis ta fille. Et, je dois maintenant prendre ma destinée en main et je peux entendre que je sois décevante dans ton regard, mais ce qui est important, c'est que moi, je suis en paix dans mon regard. Et ce qui était très marrant, c'est que quand elle est partie de chez moi, peut-être 1 heure après, elle m'envoie une photo pour me dire qu'elle avait oublié de me dire qu'elle était aussi phobique de la voiture et que là, elle est dans la voiture tranquille et que tout va bien. Et à la fin de notre séance, je lui avais dit, il est temps que tu prennes ton envol. Et elle m'a envoyé une photo. Elle est au milieu de Paris et il y a une envolée de je sais pas combien d'oiseaux. Donc voilà, tout ça, tu Magnifique. vois, c'est un condensé de tout ce que le peut Extraordinaire. utiliser, quoi. Ouais, c'est extraordinaire. Donc c'est ça, en fait, en allant un petit peu chercher les liens que nos problématiques actuelles peuvent avoir avec les problématiques de nos ancêtres, non seulement on se répare, en plus on répare aussi nos ancêtres et on répare les générations à venir sur ces problématiques-là. Donc c'est génial, ça contribue à dénouer des nœuds pour finalement être libre d'être heureux et de mener sa propre vie, délivrer des loyautés familiales. Par exemple, quand on a tendance à avoir une vie difficile en amour, c'est qu'il y a peut-être une certaine loyauté par rapport à un ancêtre. Et toi, tu décodes vraiment bien ça. Exactement. De toute façon, c'est simple. Tu reproduis ou tu solutionnes. Ok? Il n'y a pas 36 solutions. Donc, à partir du moment où tu commences à mettre du sens là-dedans, après, tu mets des actes symboliques. Mais ce qui est aussi important, c'est que tout le monde veut aller mieux. Tout le monde veut guérir de son histoire. Mais quand tu mets le nez dedans et que tu commences à voir tout ce que ça fait bouger et tout ce que ça implique, t'as plein de gens qui appuient sur la pédale de frein parce qu'on se rend compte que c'est beaucoup plus safe, beaucoup plus simple d'être en instinct de survie qu'être en vie. Être en vie, c'est prendre des décisions. Être en survie, c'est dans la réaction. Et souvent, on préfère être en mode réaction parce que prendre des décisions, parce que guérir, ça fait mal. Ça fait très mal. Parce que ça t'oblige à prendre des décisions, ça t'oblige peut-être parfois à te séparer de certaines personnes, de certains endroits, et tout le monde n'est pas prêt à accepter ça. Donc tout le monde, oui, oui, moi je veux. Et puis quand tu commences le travail, non, on va peut-être s'arrêter parce que ça devient trop violent, tu vois. Puis derrière, tu peux aussi avoir des pathologies qui se réveillent, des douleurs qui se réveillent, donc ça aussi, ça met en panique. Et c'est pour ça que faire un travail sur soi, c'est très tendance, c'est très à la mode. Mais pour moi, c'est toujours important avant de prendre un rendez-vous avec un accompagné. Je prends des fois 1 heure pour lui expliquer comment je fonctionne, pour bien lui expliquer que on part pas au pays de la fête. Hein. C'est violent, c'est douloureux, ça remet plein de choses en. Est-ce que les gens sont prêts à ça? Ah oui, oui, moi j'aime bien être secoué. Au bout de 2, 3 secousses, ah oui, quand même, non, peut-être pas. Mais après, tu vois, c'est ça que c'est que tu peux dire à la personne, mais tu vois, là, t'es quand même en phase de vie parce que tu choisis pour 42 000 raisons et c'est ok de rester dans ta souffrance parce que pour le moment, t'es pas prêt à dépasser ça, mais t'as déjà ouvert une porte et c'est ok. Donc il n'y a pas de jugement à avoir sur les personnes qui vont arrêter un processus parce qu'ils sont en train d'arriver dans une étape qui est trop violente, mais peut-être qu'ils y reviendront dans 2 ou 3 ans, tu vois. Donc c'est vraiment Ouais. autorisé à ça. Pour terminer, en fait, il y a un jeu en psychologie qui consiste à dire des mots et la personne doit faire des associations.
Et en fait, et après, elle doit le refaire une deuxième fois avec les mêmes mots. Et en fait, là où la personne va soit oublier le mot, soit tiquer, soit se tromper, on sait qu'il y a un truc à travailler. Et là, on va faire un décodage en direct. On l'a même pas préparé, hein, mais c'est parce que c'est pour vous montrer un peu la puissance qu'a le décodage dans la prise de conscience. Or, on sait que c'est de la prise de conscience que vient la libération, la guérison, les actes symboliques qui vont avec et qui font qu'on peut peu à peu se libérer de tout ce qu'on a dans le sac là pour avancer plus léger, aller de l'avant et réaliser sa mission de vie et même être dans son ikigai pour ceux qui croient à l'ikigai. Donc moi le mot Paula, c'est placard. Qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus? Ok, bon déjà placard, on a déjà avec le mot placard, on a déjà dans l'histoire familiale quelqu'un qui a été mis de côté. Déjà, tu vois. Le placard, ça va nous parler d'enfermement, ça va nous parler d'isolement. Après, tu vois, si par exemple je travaille avec la personne, si j'ai toujours des problèmes avec les placards, ok, à quoi te sert un placard? T'as des gens, c'est pour mettre tout ce que je veux plus. Pour d'autres, ça va être pour ranger. Enfin, tu vois, c'est d'aller décoder avec la personne. À quoi lui sert un placard? Cacher. Ok, donc pour toi, un placard, c'est pour cacher. Ok, cacher. C'est pour cacher quoi, un placard? Des choses. Quoi? Tu mets quoi dans ton placard que tu caches? Tout ce que les autres ne peuvent pas voir. Ok. Et donne-moi un exemple d'un truc. C'est intéressant. Donne-moi un exemple d'un truc que tu mets dans ton placard que tu veux pas que les autres voient. Mes sous-vêtements. Donc regarde, déjà rien que là, t'es en train de nous parler d'intimité. Ouais. Déjà, t'es déjà en train de dire que être Nancy, bah déjà, il y a des choses qui sont mises de côté au niveau de l'intimité, il y a des choses qu'on ne doit pas montrer, il y a des choses qui ne doivent pas être vues, des choses qui ne doivent pas être reçues. Ouais. Pourtant, c'est incroyable. On est bien d'accord que les sous-vêtements, bah ça fait partie de l'hygiène de vie, quoi. Donc youpi, t'as des sous-vêtements super, tu vois, j'ai envie de te dire. Mais pourquoi ce serait honteux? Ce serait honteux qu'on les voit? Ce serait quoi si on voyait tes sous-vêtements? T'aurais peur que j'ai n'importe quoi, voilà, je n'ai que des strings, j'ai pas envie qu'on pense que je suis une fille avec des mœurs faciles, ce serait quoi ton histoire? Vaut mieux avoir des culottes de grand-mère, ou bien t'as des culottes de grand-mère, ah non, j'assume pas qu'on me dise que je suis toute sexy et que j'ai des culottes qui me servent de gaine, ce serait quoi ta problématique par rapport aux sous-vêtements? Ouais, c'est très intéressant. Alors après, évidemment, je vais pas continuer le travail, mais c'est pour vous montrer un petit peu en quoi des choses qui peuvent nous paraître anodines en disent très très long sur notre histoire, et juste le fait d'avoir certaines prises de conscience au fur et à mesure, parce qu'on ne peut pas avoir toutes les prises de conscience en même temps, sinon ce serait l'horreur, mais vont être essentielles dans notre individuation, j'ai envie de dire. Voilà. Et c'est important aussi, on va terminer, on va revenir au deuil, mais cette fois, de pouvoir faire le deuil parfois de l'ancien nous, l'ancienne version de nous-mêmes. C'est à ça que servent les coachs, c'est à ça que servent les psychologues. Qu'est-ce que tu aurais à dire aux personnes qui sont en train de se chercher, mais qui n'osent pas trop aller au bout de leurs rêves, changer d'histoire d'amour, et pourtant qui sentent fondamentalement que c'est le moment? Bah, tu vois, là, spontanément, tu vois, dès que tu me parles de ça, j'ai envie de partir sur du décodage. Donc, je sais qu'il faut faire court, mais tu vois, quelqu'un qui va me dire qu'il spontanément ne donne pas vie à ses rêves, je lui demanderais d'aller voir dans son projet sens qu'est-ce que papa ou maman se sont interdits d'avoir parce que il ou elle est né. Déjà là, généralement, tu as une petite réponse, tu vois. Donc, pouvoir entendre que je suis en train de me chercher, ça veut dire que je dois explorer des pistes, puisque par définition, si je cherche, c'est que je ne sais pas où c'est. Et par définition, pour trouver, bah, tu vas explorer différentes pistes jusqu'à ce que tu trouves. Donc, quand on est perdu, qu'on ne sait pas trop où on en est, bah, expérimentons différentes choses et puis regardons comment ça résonne, comment ça vibre en nous. Testons différentes méthodes d'accompagnement. Encore une fois, il y a tellement de choses sur le marché, tellement de méthodes que expérimenter, aller voir un thérapeute, aller voir un coach, ayez déjà un premier rendez-vous téléphonique avec lui pour voir comment vous le sentez, ce qu'il peut vous proposer et se chercher, mais c'est bon signe.
quelque part c'est bon signe, ça veut dire qu'on n'est pas totalement dans notre ego et quand on se cherche, ça veut dire qu'on se met en mouvement, ça veut dire qu'on veut aller de l'avant, ça veut dire qu'on a des envies, qu'on a des rêves, qu'on a des choses. Donc tout ça c'est de la mise en mouvement et la vie c'est être en mouvement et ne pas rester nos acquis. Ben il y a je sais plus qui disait ça, je veux mourir de mon vivant, ok, mais il y a tellement de gens qui sont en vie mais qui sont morts de l'intérieur parce qu'ils subissent leur vie, parce qu'ils ne font rien, parce qu'ils sont aigris, etc. Donc c'est important d'entendre ça. Et quand je vais pas bien, je cherche quelqu'un qui va m'aider, une petite lanterne. Ouais. Tout. Alors ça c'est toujours le truc que je dis impérativement. C'est pas le thérapeute qui va vous sauver, ok? Le thérapeute ne détient pas toutes les réponses. Le thérapeute, il va vous montrer des orientations, des directions, mais c'est vous qui guérissez par vos prises de conscience, par vos choix. Ne remettez pas votre victoire dans les mains d'un coach ou qui que ce soit. Parce qu'on peut arriver dans l'effet inverse où du coup on devient dépendant de notre thérapeute. Et on revient exactement dans ce qu'on fuyait. Donc, Ouais, c'est important ce que tu dis là. Ah, parce que effectivement, tout à l'heure, tu as dit faire son deuil, on le fait seul. Tout, de toute façon, ne passe que par nous et tout le travail ne passe que par nous. Le changement ne vient que de nous, ça c'est certain. Maintenant, c'est vrai que c'est important. Moi, par exemple, avoir fait de l'hypnose, ça m'a aidé. T'avoir consulté, ça m'a aidé. Avoir vu une psy, ça m'a aidé. Mais c'est important. C'est un peu comme le rapport à l'alcool à un moment donné, hein. Voilà, c'est est-ce qu'on est à même de boire un seul verre d'alcool et de s'en contenter, ou est-ce qu'à un moment donné, on a besoin d'en boire, d'en boire, d'en boire. Le rapport au thérapeute, c'est la même chose. Il faut vraiment savoir que des fois même faire des pauses aussi pour revenir à nous. Mais il n'empêche que ensemble, enfin seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Donc voilà, il y a vraiment un juste curseur à avoir là-dedans. Exactement. Et c'est ça, s'individualiser, se responsabiliser, c'est se dire que bah, c'est nous qui sommes aux commandes. Alors bien sûr, il y a des aléas, hein, il y a des choses qui dépendent pas de nous, mais si déjà on a conscience de notre pouvoir sur certaines commandes, ben actionnons-les et puis regardons ce que ça donne. Et puis pour certains, tu vois, il y a des gens qui disent oui, allez nous voir en une séance, ça allait bien, moi ça fait 2, il se passe rien. Mais on n'est pas sur le même chemin, on n'est pas sur le même état d'esprit. Enfin, il y a tellement de choses qui sont différentes. Et encore une fois, un thérapeute peut être génial pour Micheline, et puis Françoise, elle va pas apprécier. Ça veut pas dire que le thérapeute est nul. C'est que c'est juste pas ce profil-là dont Françoise avait besoin, par exemple. Effectivement, ce qui compte, c'est ce qui est bon pour nous, ce qui va nous correspondre. Si actuellement vous vivez une période de souffrance, France Gall a dit une phrase très thérapeutique. Elle a dit, donc suite à la perte de son mari et de sa fille aussi, elle a dit, je me suis dit que j'avais au moins eu la chance de les connaître. Voilà comment trouver de l'apaisement à travers les mots, non pas pour expliquer ce qui s'est passé, mais pour pouvoir continuer à vivre malgré ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu aurais à dire, toi, Paula, pour conclure cet entretien Bah, à ce sujet? c'est exactement ce que je te disais au début, c'est exactement ça. Célébrons la chance que nous avons eue de vivre ces expériences. C'est important. Alors forcément, nous, on va voir ça avec les expériences qui sont pas trop douloureuses. On va dire ça à quelqu'un qui subit des traumatismes, de la maltraitance, de lui dire retire. Ok, on est d'accord avec ça. Mais ouais, je crois que vraiment, ce qui est important, c'est de se dire qu'on a vécu des choses et c'est que ça choque quand je dis ça et je peux le comprendre. Mais à partir du moment où je l'ai vécu, c'est que j'avais besoin de le vivre, soit pour moi, soit pour mon arbre. Et souvent, quand tu accompagnes des gens en constellation ou en décodage, ouais, mais moi, j'ai rien à foutre, moi, des problèmes de mes parents, c'est pas à moi de les payer, c'est pas juste. C'est peut-être pas juste, mais c'est comme ça. Donc, il y a un moment donné, mettons de côté ce qui est juste ou pas, et puis essayons de composer avec ce qui est, tu vois. La réalité. Ouais. Voilà. Et trop souvent, on souffre parce qu'on voudrait une autre réalité que celle qui est. Mais du coup, tu vois, c'est comme, je dis souvent cet exemple, c'est comme si tu voulais faire une tarte aux pommes, t'as pas de pommes, tu mets des poires, et tu dis, oh, elle est dégueulasse ma tarte aux pommes. Bah non, mais t'as mis des poires. Bah oui, mais je voulais une tarte aux pommes. Mais oui, mais t'as mis des poires parce que t'avais que des poires. Oui, n'empêche que je voulais une tarte aux pommes. Oui, mais prends de la hauteur. Le but, c'est que tu fasses un gâteau, c'est ça? Ouais. Eh ben, ok. T'avais pas de pommes, t'as rebondi, t'as mis des poires. Et c'est ok. Oui, mais Ouais, stop. s'adapter à ce qui est. Exactement. C'est hyper important parce qu'on va moudiner, parce qu'il faut trouver des coupables, mais ça fait pas avancer le schmilblick. Donc on s'autorise à comprendre que dans la vie il y a des hauts, il y a des bas, il y a des choses qui dépendent de nous, des choses qui dépendent pas de nous, il y a des choses qui sont agréables, désagréables, et tout ça, ça fait et on doit s'autoriser à vivre les émotions. Pour moi, c'est la priorité.
Donc tu la sors. Quand tu la mets sous le tapis, tu as la petite goutte de rien du tout qui va te faire poum, le tsunami et tu vas pas comprendre d'où ça vient et tu sauras même plus d'où te vient toute cette émotion, toute cette colère, toute cette tristesse. Donc au fur et à mesure, prenons le temps de vider notre sac et puis on repart un peu plus léger. Et pour ça, il y a plein d'actes symboliques. Les actes des cailloux dans le sac à dos, tu vois. Tu sais pas c'est quoi ta colère, mais tu sens qu'il y a une colère en toi. Voilà, tu estimes que, je sais pas, tu prends 2-3 cailloux qui vont être de différentes tailles. Tu vas faire une balade et puis tu déposes tes cailloux. Tu dis, ok, je sais pas exactement quelle est cette colère, mais je sais que celle-là, elle prend beaucoup de place. Je prends la responsabilité de m'en libérer et il serait bien temps que je comprenne d'où elles viennent. Et tu avances comme ça. Je t'assure que, rien que ça peut libérer plein de choses. Alors, il y a plein de gens qui te disent, ouais, les actes symboliques, pipeau, flûteau, en quoi ça peut changer des choses. Et pourtant, il y a des choses extraordinaires qui se passent avec des actes symboliques. C'est très bien que tu parles d'actes symboliques, Paula. Regarde cette clé. C'est ce qui t'est venu durant l'une de nos séances. T'as dit, il y a un truc dans le bureau, faut que tu le Ah mettes, oui, faut que tu le mettes dehors. Et cette clé, c'est la clé de mon frère. Et là, ce qui me vient pour terminer et clore cette vidéo, c'est la clé de tout. C'est une citation Bouddha, il me semble, je sais plus, qui dit « Accepte ce qui est, laisse aller ce qui était et fais confiance en ce qui sera ». Je crois que c'est la clé. C'est la clé du deuil, c'est la clé d'une vie heureuse et épanouie. Et tout cela, c'est finalement revenir aussi à la foi. On est d'accord. Eh ben, quelle belle transition. Au moment où tu as dit ça, mon petit téléphone a surchauffé et il nous a lâché. Donc, on se retrouve au frais dans mon salon. Donc, voilà, soyons honnêtes et transparents. Les aléas du direct, mais tout est parfait. Donc, on compose avec, c'est parfait. Et donc là, tu voulais juste me montrer le tatouage qui est l'acte symbolique que tu as fait pour ton papa. J'ai fait un petit tatouage, voilà. Donc, c'était important pour moi de pouvoir, et puis du coup il est sur mon épaule gauche, et puis voilà, c'était important pour moi aussi d'avoir comme je vous dis, c'est important de trouver ces processus de deuil, et pour moi faire un tatouage, c'est vraiment marquer à jamais, on n'a qu'un papa et qu'une maman, et voilà quoi. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé de pouvoir. J'ai beaucoup pleuré quand j'ai fait ce tatouage. J'étais émue. Il y a ma fille Elsa qui m'a accompagnée. On est venu exprès au Portugal pour l'anniversaire de mon beau-père. Je te raconte ma vie, pour l'anniversaire de mon beau-père et en mai, et je voulais absolument me faire tatouer. Et donc ma fille est venue m'accompagner et ça a été un moment de partage et d'émotions intenses. Voilà. Donc chacun aussi ses propres rituels. Trouvez vos actes symboliques, c'est important. Il faut juste qu'ils aient du sens. Et quand ils ont du sens pour soi, quand ils sonnent justes, mais voilà quoi, ça porte. Effectivement, et ça nous aide surtout à avancer, à aller de l'avant et à vivre une vie riche et épanouissante à tous les niveaux. Merci beaucoup, Paula. Je vous mets... Merci de ta confiance. Avec plaisir, je vous mets le lien donc du site de Paula si vous voulez décoder vos mots et pouvoir avancer dans votre histoire en lui donnant encore un autre sens. Et puis restez surtout connectés à cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Ciao. Ciao.